Bonjour, comment ça va? Mon nom c'est Alexandre. L'épisode d'aujourd'hui est une suite aux deux derniers épisodes. Si vous ne les avez pas écoutés, les liens seront dans la description. Donc, le Canada suit le chemin de la Hollande au niveau des restrictions alimentaires, en imposant à toute fin pratique les mêmes politiques de restriction des fertilisants. Les libéraux de Trudeau ont commencé à parler des réductions des fertilisants en décembre 2020. Ces discussions ont eu lieu à l'échelle internationale dans le cadre de la conférence COP24. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre l'impact de ces mesures sur notre industrie fermière. Puisque le Canada est un grand exportateur de produits alimentaires, nous allons jeter un œil sur les conséquences que cette baisse de production aura sur les pays importateurs de notre nourriture, et en particulier les pays du tiers-monde. Les agriculteurs canadiens sonnent l'alarme auprès du gouvernement. Un article de Bloomberg, Trudeau se querelle avec les agriculteurs sur le risque de perte de production de grains du plan climatique. Le projet du premier ministre canadien Justin Trudeau d'accélérer la lutte contre les changements climatiques suscite un affrontement avec les agriculteurs du pays, qui estiment que cela met en danger les approvisionnements en nourriture et leurs bénéfices. Le gouvernement propose de réduire les émissions de fertilisants de 30% d'ici 2030 dans le cadre d'un plan visant à atteindre un objectif de zéro carbone dans les 3 prochaines décennies. Mais les producteurs affirment qu'ils pourraient devoir réduire considérablement la production de céréales dans un moment où le monde se bat pour obtenir des réserves. Les agriculteurs pourraient perdre 10,4 milliards de dollars cette décennie en raison de la baisse de production. Si vous poussez les agriculteurs dans une impasse sans possibilité de manœuvrer, je ne sais pas où ça mènera, a déclaré le président de l'Association des céréaliers, qui représente les agriculteurs. Regardez ce qui se passe en Europe, aux Pays-Bas, ils en ont assez. Selon une analyse commandée par Fertilizer Canada, les pertes de production pourraient être importantes. Le Canada pourrait perdre plus de 160 millions de tonnes de canola, de maïs et de blé printanier entre 2023 et 2030 en raison du plan, selon le rapport. C'est près du double de la production de céréales attendue au Canada cette saison. Alors, le gouvernement Trudeau veut une réduction des émissions de 30% d'ici 2030. La formulation ne comprend pas le mot engrais, mais les producteurs affirment que la réduction des émissions de dioxyde de nitrogène, qui est le gaz problématique ici qui crée les émissions, ne peut être réalisée sans une réduction de l'utilisation des engrais. La plupart des engrais couramment utilisés contiennent de l'azote, du phosphore et du potassium. Le problème est au niveau de l'azote. En termes simples, les surplus d'azote dans l'atmosphère peuvent produire des polluants tels que l'ammoniac et l'ozone. Trop d'azote contaminerait les sols, les eaux et bien sûr, ça nuirait à notre santé. On peut comprendre que les décideurs ont tout à fait raison d'être préoccupés, mais Ottawa veut une réduction absolue des émissions. Et ce que beaucoup d'agriculteurs dénoncent, c'est que le gouvernement esquive le débat sur les conséquences et omet à bien des égards de fournir la science sur laquelle il se base pour appliquer ces mesures. Les terres ne peuvent pas passer immédiatement des engrais chimiques aux engrais organiques comme ils l'ont fait au Sri Lanka sans faire face aux mêmes conséquences que les endroits comme le Sri Lanka a connus, avec des échecs de récolte massifs. Cela conduit essentiellement à une production alimentaire plus faible et des gens qui souffrent de faim. Il est impossible pour les fermiers de faire un 180 degrés d'engrais chimiques à engrais biologiques dans les endroits où le sol est habitué aux engrais chimiques. Vous devez trouver d'autres terres pour ça, ce qui représente des nouveaux coûts pour les fermiers. Sans compter que plusieurs agriculteurs ne peuvent tout simplement pas se permettre d'acquérir d'autres terres dues aux restrictions de leur emplacement. Plus tôt dans l'article, on pouvait lire que selon une étude de Fertilizer Canada, le pays pourrait perdre plus de 160 millions de tonnes de canola, maïs et de blé printanier d'ici 2030. Les conséquences de ces pertes pourraient être assez larges. Moins de grains disponibles veut dire moins de nourriture pour les élevages d'animaux et donc moins de viande sur les tablettes. Nous pourrions aussi s'attendre à une hausse des prix des paniers d'épicerie en plus de l'inflation déjà existante. Il est aussi important de comprendre que ces mesures ajoutent beaucoup au coût d'opération des entreprises fermières qui ont déjà des marges de profit assez faibles. Plusieurs d'entre eux doivent emprunter pour financer leur prochaine saison et doivent aussi rester compétitifs sur le marché international. Le danger est que le stress financier apporté par ces mesures pourrait mettre plusieurs fermes à la faillite, ce qui résulterait à une hausse des prix encore plus grande et peut-être même une pénurie alimentaire dans certaines régions du Canada. Selon l'étude mentionnée plus tôt, qui dit
Avec la constance des prix, la valeur totale de la production perdue atteindra 10,4 milliards par an d'ici 2030. Plusieurs provinces et associations de fermiers dénoncent que le gouvernement Trudeau ne les a pas écoutés avant d'annoncer les mesures. Ici, dans un article sur le site de la Saskatchewan publié le 22 juillet dernier, les gouvernements de la Saskatchewan et de l'Alberta sont déçus de l'objectif fédéral de réduction des émissions de fertilisants. Les ministres de l'Agriculture de la Saskatchewan et de l'Alberta ont exprimé une profonde déception face à l'objectif fédéral de la réduction des émissions de fertilisants. Nous sommes vraiment inquiets de cet objectif arbitraire, a déclaré le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit. C'est la récolte la plus coûteuse que quiconque n'ait jamais plantée, après une année très difficile sur les prairies, a déclaré le ministre de l'Agriculture de l'Alberta, Nate Horner. Et il ajoute: le monde s'attend du Canada qu'il augmente sa production et qu'il soit une solution aux pénuries alimentaires mondiales. Le gouvernement fédéral doit montrer qu'il en est conscient. Il le doit à nos producteurs. Et ici, un peu plus bas, écoutez bien car ça démontre que le gouvernement Trudeau a bel et bien contourné et évité les discussions avec les provinces. La réduction des émissions de fertilisants n'était même pas à l'ordre du jour de la réunion annuelle des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'agriculture, qui viennent de terminer 3 jours de réunion en Saskatchewan. Les provinces ont poussé le gouvernement fédéral à discuter de ce sujet important, mais elles ont été déçues d'apprendre que l'objectif était déjà fixé. L'engagement envers les consultations futures ne vise qu'à déterminer comment atteindre les objectifs que le premier ministre Trudeau et le premier ministre Bibeau ont imposés unilatéralement à cette industrie, et non à consulter sur ce qui est réalisable ou atteignable. Alors, qu'est-ce que les ministres de l'Agriculture de la Saskatchewan et de l'Alberta disent ici, c'est que le gouvernement Trudeau les aurait bypassés. Le même scénario est arrivé en Hollande quand le premier ministre Mark Rutte a imposé ses mesures à l'industrie sans consulter les parties affectées. Aujourd'hui, le Sri Lanka, la Hollande, le Canada et maintenant d'autres pays d'Europe sont tous assujettis à la même cible de 30% de réduction d'ici 2030. Le ministre de l'Agriculture dit dans l'article que le monde s'attend à ce que le Canada augmente sa production et qu'il soit une solution aux pénuries alimentaires mondiales. Aussi, dans un autre article des producteurs de blé du Canada, ils ont déclaré que le plan fédéral réduirait la production de culture, diminuerait le revenu pour les familles agricoles et augmenterait le prix des aliments dans les épiceries canadiennes. On voit que ces mesures affecteront la disponibilité et les prix des aliments pour les Canadiens, mais ceux qui en souffriront le plus seront les pays en voie de développement, qui se fient sur des pays comme le Canada pour leur approvisionnement en grains et blé, spécialement car la chaîne d'approvisionnement mondiale en blé est déjà affectée négativement par la guerre en Ukraine. Le Canada est le 3e exportateur de grains au monde. Ces exportations sont vitales pour des pays plus pauvres comme le Pérou, la Colombie, le Nigeria, l'Indonésie, le Maroc, l'Équateur, qui représentent ensemble près de 30% de nos exportations de blé. Plusieurs de ces pays sont déjà au gouffre d'une crise alimentaire. Si nous prenons le Pérou par exemple, sur PeruReport.com, l'Association des producteurs agricoles du Pérou a averti que ce pays traversait une crise alimentaire grave et aggravée par les mauvaises politiques gouvernementales et la corruption. Le Pérou est confronté à une grave crise alimentaire accentuée par les coûts élevés des engrais, du fret et des fournitures pour l'agriculture, a déclaré l'association le 5 juin 2022. Plus loin, Fernando Castro, coordinateur des systèmes alimentaires pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du Pérou, avertit que 51% de la population péruvienne risquait de connaître une crise de sécurité alimentaire si les problèmes actuels n'étaient pas résolus. La population mondiale grossit d'année en année, et plus que jamais, le monde a besoin de la production agricole canadienne pour se nourrir. Le Canada et la Hollande sont des leaders au niveau de la technologie agricole. Et c'est vrai que nous devrions toujours trouver des façons d'améliorer nos techniques pour diminuer la pollution des fermes. Mais ici, pour le gouvernement, il semblerait que la fin justifie les moyens. Et c'est mon opinion, et la vôtre aussi, j'espère, que des vies humaines ne devraient jamais faire partie des dommages collatéraux de nos politiques. Pour la dernière partie, avant de vous quitter, on va revenir sur la question politique qui se joue ici au Canada. Aux dernières élections, les Canadiens ont voté pour Justin Trudeau et son équipe. Quand nous votons, c'est en fonction des plans et des programmes des partis. Quand nous voyons plusieurs pays, incluant le Canada, adopter les mêmes politiques et que nous pouvons tracer leur provenance d'organismes internationaux, comme le Forum économique mondial,
Il est légitime, je crois, de se demander si ces programmes proviennent bien de Justin Trudeau et son équipe. Il est aussi important de noter que selon mes recherches, le Canada n'a jamais signé de documents légaux, comme par exemple un accord ou un traité avec le Forum économique mondial lors des rencontres annuelles à Davos. Nous savons que le FEM rassemble les gouvernements et une majeure partie du top 300 des plus grandes corporations, de la Chine à l'Amérique. Ce genre de partenariat public-privé est prône à la corruption et les Québécois en savent quelque chose car ce sujet a été dans notre actualité pendant bien des années. Au Canada, notre système de justice peut demander des enquêtes ou des audits quand ils ont des doutes de malfaisance. Mais qu'en est-il d'un organisme qui est à l'extérieur du Canada, comme le Forum économique mondial, qui a son siège social en Suisse, demandez-moi pas de redire ça, qui est à l'extérieur de la juridiction du Canada? Alors, si admettons que le Canada a des doutes sur la corruption qui pourrait se passer au Forum économique mondial avec ses politiciens et puis d'autres organisations. Comment le Canada procéderait? J'ai l'impression qu'on ne peut pas simplement cogner à la porte du gouvernement suisse et demander d'enquêter le Forum économique mondial. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça, mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver vraiment s'il y avait des mesures. J'en ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît la réponse, il pourrait me le dire, mais j'ai l'impression que ces organisations-là, internationales, sont un peu intouchables. Et il y a des lois canadiennes qui existent, comme par exemple les lois sur l'ingérence étrangère. Je vais vous en lire un résumé, et puis ici, je ne condamne pas le Forum économique mondial d'ingérence étrangère. Je fais juste regarder c'est quoi les options du Canada pour gérer le lobbying à l'étranger. Et puis ici, à la place de vous lire tout le texte, je vais juste vous lire une phrase. Si vous voulez, faites pause, lisez-le par vous-même. Mais il y a une bonne phrase ici qui résume. L'ingérence étrangère comprend les tentatives de secrètement influencer, intimider, manipuler, interférer, corrompre et discréditer des personnes, des organismes ou des gouvernements pour favoriser les intérêts d'un État étranger. Ah, puis allons-y sur une dernière ligne. L'ingérence étrangère se distingue de la conduite normale des affaires diplomatiques et du lobbyisme acceptable des États étrangers. On pourrait débattre à savoir si la relation entre Davos et le Canada constitue du lobbyisme acceptable d'États étrangers, mais c'est difficile puisqu'on ne voit que la surface vraiment de qu'est-ce qui se passe dans ce forum. Et personne ne peut vraiment voir la business qui se joue à l'intérieur du forum en privé. On peut toujours se demander qu'est-ce que ça signifie généralement du lobbyisme acceptable d'États étrangers. Donc, on a le Forum économique mondial avec des dizaines de gouvernements dans le monde, les premiers ministres qui se rencontrent là une fois par année et qui se lobbyent entre eux, en plus des compagnies, des corporations qui lobbyent nos pays pour des différents projets d'envergure qui préparent avec le Great Reset. Donc, on a le FEM avec ses membres corporatifs qui comprend des réformes pratiquement à tous les niveaux de notre société occidentale. Quand on va sur le site du Forum économique mondial et puis qu'on lit sur leur site, on comprend vite que c'est des programmes pour nos pays, que le Forum économique mondial en fait exporte dans des pays, des programmes gouvernementaux. Et ce sont des programmes qui touchent l'économie, la technologie, l'environnement, notre culture et j'en passe. Le point finalement est que le Canada est un pays indépendant du reste du monde. Et si nous voulons préserver qui nous sommes et l'identité de notre nation, nous devons préserver nos frontières. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai créé un petit groupe Telegram pour ceux qui veulent entrer en contact. Je vais laisser le lien en bas. Si mon travail a de la valeur pour vous, je vous demande pas d'argent, seulement de partager la vidéo. Puis si vous ne l'avez pas aimé, coudonc, au moins ça vous a pas coûté une scène. Donc, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. On se revoit bientôt. Bye!